this call. Ah, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, Oui, Ok, ben écoutez, bonjour déjà, et merci encore une fois pour cette invitation pour toucher deux mots peut-être un peu plus, parce que j'y arriverai pas en une seule séance, de Camille Flammarion. Cette année, c'est le centenaire de sa mort. Hein, il est mort en début juin 1925. Et donc, il y a eu toute une série de commémorations en France et puis ailleurs aussi dans le monde, y compris d'ailleurs des projets assez intéressants qui sont lancés, notamment pour un projet de digitalisation de ces archives, puisque les archives de Camille Flammarion sont restées à Juvisy dans son observatoire et n'ont pratiquement jamais été inventoriées ou analysées par personne. Voilà, et donc maintenant il y a un projet universitaire Archiflamme, ça s'appelle, vous pouvez consulter sur Internet, donc où ces archives vont être digitalisées. Alors moi, ça m'a posé un petit inconvénient parce que j'aurais bien voulu aller à Juvisy les consulter, mais pour l'instant, bon, comme elles sont en aller-retour dans les caisses et tout, ben, c'est pas possible. Donc voilà, on va attendre que les universitaires fassent leur travail pour pouvoir accéder à l'intégralité de ces archives. Alors Camille Flammarion, il y a une source qui est très précieuse par rapport à sa vie, sa biographie. C'est en fait un livre, Mémoire d'un astronome, qu'il a écrit, qu'il a publié en 1909, donc pas mal d'années plus tard, et donc où il raconte ben, depuis sa naissance jusqu'à 1870, tous les épisodes de sa vie. On aimerait bien avoir un livre comme ça d'Alan Kardec ou de Gabriel Delanne parce qu'il y a vraiment plein de détails sur sa vie, son enfance, les livres qu'il a écrits, comment ses pensées ont évolué, etc. Et il cite plein de noms de personnes qu'il a rencontrées, etc. Donc voilà, je vais vous présenter pas mal de choses qui sont extraites de ce livre. Si vous souhaitez, vous pouvez télécharger ce livre depuis la Bibliothèque nationale de France, Gallica. Il est déjà digitalisé. Voilà. Alors, vous voyez le slide suivant qui fonctionne? oui, oui, Voilà. Alors, Nicolas Camille Flammarion, c'est son nom, hein. Il est né le 6 février 1842 à Montigny-le-Roi. Donc, c'est une petite ville en Haute-Marne qui est située dans la vallée de la Meuse. La préfecture de la Haute-Marne, pour ceux qui connaissent, ben, c'est la ville de Chaumont. Chaumont qui est située sur la ligne de train entre Paris et Bâle, hein. Donc, c'est la ligne de train que je prenais pour aller euh, à l'école à Paris quand j'étais à Paris. Et donc, c'est dans la vallée de la Meuse. Et donc, c'est à peu près 50 kilomètres en amont de Domrémy. Domrémy qui est connu, on en a parlé quand on a parlé de Jeanne d'Arc, hein, c'est là où Jeanne d'Arc est née. Et à peu près 80 kilomètres en amont de Fougues. C'est une autre ville connue des Spirites, puisque c'est là où est né Léon Denis. Donc, cette vallée de la Meuse a vraiment été riche en personnages hein, qui ont eu un rôle dans le spiritisme. Donc 1842, vous voyez, ben, il était 4 ans plus âgé que Léon Denis, par exemple, et 14 ans plus âgé que Gabriel Delanne. Voilà. Et donc 38 ans plus jeune qu'Alan Kardec. Son père, c'était Étienne Jules Flammarion, c'était un agriculteur, donc ouais, c'était une famille simple, et sa mère, Françoise Laumont, elle tenait un petit commerce de draperie, de mercerie et d'objets usuels dans cette ville de Montigny-le-Roi. Il va d'ailleurs y avoir une cérémonie d'anniversaire de Camille Flammarion à Montigny-le-Roi, ça va être en octobre. Je vais essayer d'y aller pour rencontrer ben, les gens de la Société astronomique de France et notamment ces personnes qui gèrent les archives de Camille Flammarion à l'Observatoire de Juvisy. Alors, lui, c'était l'aîné, il a eu un frère et deux sœurs. Et donc, son frère
Ernest Flammarion. Vous avez certainement entendu le mot Flammarion dans les éditions, encore aujourd'hui. Eh ben, c'est son frère, Ernest Flammarion, qui a fondé cette maison d'édition. Donc, la librairie Flammarion a été fondée par le jeune frère de Camille, et d'ailleurs a publié beaucoup de livres de Camille Flammarion, ont été édités et publiés par son frère. Bon, il faut juste que j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc là, vous avez la maison natale de l'auteur, hein, une photo qu'il a mis dans son livre, justement, biographique. Il est né prématuré, 7 mois, et il commente en disant, les circonstances ont voulu que, depuis ce moment de la naissance, j'ai continué d'être extrêmement pressé, poussé en avant par les événements, regrettant chaque jour que le temps passe aussi vite, sans permettre de faire la moitié, le quart, le dixième de ce qu'on voudrait faire. Aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je me vois étudiant, travaillant, cherchant, sans jamais avoir pu m'intéresser un seul instant à un but matériel. Donc c'était un intellectuel, quoi. Apprendre, apprendre sans cesse pour le but et pour le seul plaisir de savoir a toujours été la passion dominante de mon esprit. À 4 ans, je savais lire, à 4 ans et demi, je savais écrire, à 5 ans, j'apprenais la grammaire et l'arithmétique, à 6 ans, j'étais l'élève le plus fort de ma classe. Voilà, donc c'est lui qui parle, hein, c'est lui qui raconte sa jeunesse. Après, il commente en disant, il me semble que les affirmations des physiologistes relatives à l'hérédité intellectuelle ne sont pas justifiées, et pour ma part, il m'est impossible d'y souscrire, étant la preuve vivante du contraire. Ben oui, on dit toujours que ben, les enfants de parents intelligents sont aussi intelligents, que l'intelligence est héréditaire, alors que lui, non. Donc, il le dit, hein, mes goûts astronomiques datent de toujours et ni mon père, ni ma mère, ni aucun de mes ancêtres n'ont jamais manifesté aucune tendance vers l'étude des sciences ou de la philosophie. Voilà. Donc, il a vraiment amené ça avec lui, avec son esprit, hein, qui a certainement déjà été passionné de l'astronomie dans ses vies antérieures, peut-être même depuis l'Antiquité, hein. Et il commente aussi en disant le lieu de ma naissance peut n'avoir pas été sans influence sur mes goûts, puisque la Haute-Marne, en fait, c'est un lieu un peu élevé au milieu de la France, d'où on a vraiment une vision à 380 degrés, hein. Donc, la vue s'étend jusqu'aux Vosges, hein, donc, qui sont quand même quelques centaines de kilomètres, enfin, disons 150 kilomètres à l'est, jusqu'aux Alpes même, hein, car le Mont Blanc y est parfois visible à la distance de 261 kilomètres. Et il a fait un petit croquis qu'il a mis dans ses mémoires. Donc, on voit le Mont Blanc, donc on voit évidemment que le sommet, hein, vu depuis le plateau de Langres au lever du soleil. Mais bon, il faut que ce soit des jours très clairs. Et aujourd'hui, avec la pollution, malheureusement, on les voit de moins en moins. Mais on les voit quand même, hein, notamment en hiver, quand il y a ce qu'on appelle les inversions de température, hein, quand le brouillard reste tassé en bas. Je ne sais pas si vous avez aussi ça à Montréal. Donc, vous prenez un peu d'altitude, vous êtes au-dessus du brouillard, bah, toute la pollution reste en bas, et puis au-dessus du brouillard, vous avez vraiment une vue absolument magnifique. Et c'est à ces moments-là, ces jours-là, les anticyclones d'hiver, comme on dit, où on peut très bien voir le Mont Blanc. On les voit d'ailleurs très bien aussi de là où je suis, des Vosges. Et c'est peut-être 250 km au lieu de 261, mais la distance est pratiquement équivalente. Voilà. Alors, il a pu assister aux éclipses solaires, donc il y en avait une annulaire en 1847 quand il avait 5 ans et une à 60 centièmes en 1851 quand il avait 9 ans, hein. Donc, c'était des grands événements, hein. Et ses parents, donc, ils lui donnaient une instruction solide, hein. Ils tenaient surtout à une éducation sévère, vous voyez, qui fait comme Kardec la distinction entre instruction et éducation. Le respect des parents, l'obéissance, le sentiment du devoir, l'honnêteté absolue dans les plus petites choses étaient des principes sans discussion possible. Alors son père, il était plutôt sceptique en religion, mais sa mère, elle était très catholique et bien sûr, elle l'a emmené à l'église. Et donc le petit Camille, ben, il était servant de messe à 5 ans et il a même appris le latin, hein, après avoir appris à lire et à écrire à 4 ans et 4 ans et demi, comme on l'a vu. Il a fait ses études primaires dans son village, à Montigny, et à 7 ans, ben, il commençait déjà à réfléchir, quoi. Il questionnait des sujets philosophiques,
comme la mort, convaincu que la mort n'existe pas. Vous voyez, à 7 ans déjà, hein. Il avait un profond sentiment de justice aussi, hein. Les corrections corporelles lui ont toujours paru odieuses. Et je souffrais énormément d'assister parfois aux punitions, aux coups de baguette que l'on donnait à tour de bras à cette époque dans les écoles, hein. Ben ça, bien sûr. Je l'ai connu aussi, hein, dans ma jeunesse à l'école primaire, mais très peu de temps après, ça a été banni, interdit même, et heureusement, quoi, parce que c'est pas la bonne méthode. Et puis, il le sentait déjà quand il était petit. Il aimait lire, travailler, passer ses vacances avec ses grands-parents, à se promener dans la nature, chercher des fossiles, qu'il y en a pas mal là-bas dans les calcaires, des plantes, des oiseaux, etc., hein. Donc, tout était fait, je dirais, pour le rapprocher de la nature. À 11 ans, il rentra en sixième à la maîtrise de la cathédrale de Langres, hein, sur le plateau de Langres. La ville de Langres, bah, c'est justement un peu le point haut de la région là-bas, hein. C'est la ville de Langres, elle est sur le plateau, qui est bordé de remparts et donc qui était un point d'observation privilégié. Et là, vous voyez, il a fait un dessin où on voit la comète de 1853 vue des remparts de Langres. Contre, entre 1853 et 1855, ses parents ont eu des difficultés, hein, ruine financière, choléra, hein. Ils sont partis à Paris pour recommencer une nouvelle vie, hein, puisqu'ils avaient été complètement ruinés et bon, donc ils avaient vraiment tenu à rembourser toutes leurs dettes, etc. Et donc ils étaient partis à Paris, laissant ben, le Camille en interne, hein, dans dans cette maîtrise de la cathédrale de Langres, hein. Donc c'était le secondaire, hein, qu'on appelle aujourd'hui, pour pouvoir continuer ses études. En attendant que là-bas, ben, il se, il s'installe et puis il puisse l'accueillir plus tard. Voilà. Donc, c'est là où il a fait la sixième et la cinquième, mais il a interrompu ses études et il nous dit, j'ai remercié la destinée de n'avoir pas été plus loin dans mes études de langue au point de vue de l'éducation religieuse. Évidemment, l'éducation, c'était catholique, hein, donc c'était une éducation catholique. Tant que l'enfant ne raisonne pas, dit Flammarion, ses enseignements sont peut-être sans grand inconvénient. Il est toutefois toujours fâcheux d'affirmer comme démontrer ce qui ne l'est pas, hein. Ce sont les fameux dogmes. Quand le jeune homme arrive à l'âge de raisonner et qu'il sent se disloquer l'édifice de ses croyances, il arrive souvent que tout s'écroule à la fois. L'existence de Dieu et celle de l'âme humaine deviennent elles-mêmes discutables, hein. Les Brésiliens disent on jette le bébé avec l'eau du bain, hein. Voilà. Quoique le déisme et le spiritualisme soient antérieurs à la fondation du christianisme, que ce soit là des doctrines indépendantes de toutes les formes religieuses et qu'elles ne soient pas solidaires de la légende du paradis terrestre, de la faute d'Adam et de la rédemption, hein. Donc voilà, donc quand il avait 10, 11, 12 ans, ben, ça lui convenait plus, quoi. Ça devenait difficilement supportable. Et donc, vous voyez, donc par son éducation, il avait reçu la conviction de l'existence de Dieu du fait qu'on ait une âme. Et en fait, ça, ce sont deux constantes que Camille Flammarion, il a gardées pendant toute sa vie, hein. Donc, depuis tout jeune, il croyait en l'existence de Dieu et il croyait en l'existence de l'âme. Même quand il était scientifique avec des collègues qui étaient matérialistes et tout, lui est toujours resté fidèle donc à ses convictions qu'il avait acquises depuis tout petit. Mais il les avait aussi appuyées sur, vous voyez, sur les philosophies anciennes, hein, Platon, etc. On le verra un peu plus loin, quoi. Donc, le spiritualisme, hein, le déisme et le spiritualisme qui existent depuis l'Antiquité. L'existence de l'esprit dans la nature, dans les lois du cosmos, dans l'homme, dans les animaux, dans les plantes, il va peut-être un peu loin, hein, est manifeste. Est-ce qu'il y a vraiment un esprit dans les plantes? Bon, en tout cas, il y a un principe vital, il y a quelque chose dans les plantes qui les font vivre, hein. Alors, de là à appeler ça un esprit, ça dépend du sens qu'on donne au mot esprit. Voilà. Donc, c'est bien sûr pas un esprit au même titre que l'esprit chez les animaux ou chez les humains. Elle devrait suffire pour établir la religion naturelle. Vous voyez l'expression qu'il emploie, la religion naturelle, hein. Déjà,
en opposition aux religions dogmatiques. Et cette religion serait incomparablement plus solide que toutes les formes dogmatiques. Les principes de justice s'imposent avec la même autorité et Confucius, donc vous voyez, il est allé en Orient hein, chercher en Chine hein, des philosophies spiritualistes, Platon, hein, dont Kardec a d'ailleurs rappelé la philosophie de Platon et de Socrate dans le premier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme, Marc Aurèle, les avaient à la base de leur religion. D'accord. Donc, voilà. Et tout ça avant le christianisme. Après, il commente à partir de ses études. Hein, donc, on a vu qu'en primaire, c'était le meilleur de la classe, mais en secondaire, déjà, compte tenu de cette dissonance, il dit que les études ont été de force moyenne tout en restant dans la première moitié des élèves de ma classe pour différents corps. Je n'avais pas souvent la première place et à la distribution de prix, j'avais plus de second prix que de premier et plus d'accessites que de prix, excepté en dissertation où généralement le premier prix m'était décerné ainsi qu'en grammaire. C'est ça qu'il est devenu écrivain. Quand vous lisez les livres de Camille Flammarion, ils sont vraiment impeccables. Hein. C'est un peu comme Léon Denis. C'est vraiment de la très belle prose qui est agréable à lire. Hein. Alors, ses parents, quand ils ont été installés, ils se sont installés à Paris, ils ont réussi à avoir une situation à peu près stable, d'avoir à peu près les moyens de pouvoir accueillir leurs enfants à Paris, ben, ils les ont fait venir. Hein. Ils ont fait venir leurs enfants. Et Camille, lui, c'était un des derniers à y aller. Hein. Ses frères et sœurs étaient déjà partis avant lui, mais il ne voulait pas non plus couper euh, une année d'études, donc en sixième et cinquième, hein, au, à Langres. Ben, en fait, il est allé à Paris le 4 septembre 1856. Donc, vous voyez, 42 à 56, il avait 14 ans. Et donc, où il allait rejoindre ses parents dans leur petit appartement, boulevard des Italiens, numéro 17. C'est une adresse qu'on va revoir un peu plus loin. Voilà. Et alors, Flammarion nous dit, bah, il allait à Paris, bon, et comme il était très curieux, quoi, il avait vu que dans la salle d'études de la Cure à Montigny, il y avait un grand plan de Paris. Et donc, il était allé voir ce plan pour préparer son allée à Paris. Hein. Il l'avait étudié avec soin la semaine précédente, d'abord pour voir en quel quartier mes parents habitaient, ensuite pour connaître l'ensemble de la grande ville. Et en fait, il connaissait si bien ce plan, je connaissais si bien ce plan que je pouvais me diriger dans Paris sans rien demander à personne, ce qui stupéfiait, car tous les provinciaux savent combien les nouveaux venus dans la capitale ont peur de se perdre. Hein. Voilà, donc c'était peu comme une éponge encore à cette époque-là, il avait pratiquement appris le plan de Paris par cœur et il savait s'orienter dans Paris sans aucune difficulté. Et le lendemain même de mon arrivée, nous dit-il, je demandais à mes parents la permission de conduire ma sœur et mon frère à Notre-Dame, au Jardin des Plantes, où nous déjeunerions pour revenir ensuite par la Bastille et les boulevards. Et là, vous voyez un magnifique dessin, donc il était bon aussi en dessin, où on le voit lui, donc avec la deuxième, hein, sa petite sœur, je ne me rappelle plus de son nom, et son petit frère, le troisième, qui était Ernest, hein, celui qui a fondé les librairies. Hein. Donc, il y a ce dessin de lui dans sa biographie. Et un jour, donc toujours au début, quand il était à Paris, il avait été visiter le musée du Luxembourg, hein, qui était alors à l'intérieur du palais du Luxembourg, où aujourd'hui fonctionne le Sénat. Hein. Et donc, alors que j'admirais le jardin, j'aperçus au loin, dans la brume lumineuse du sud, la silhouette grise de l'observatoire. J'arrivais devant une grille qui me parut enfermer une sorte de mystérieux château fort. Son formidable aspect me frappa de terreur. Donc, effectivement, quand vous êtes à un bout du jardin du Luxembourg, le palais, en fait, de l'autre côté du jardin, une grande allée au milieu, ben, on voit l'observatoire de Paris. Et comme il était donc déjà, il avait cette passion pour l'astronomie, ben, il avait traversé le jardin, il était devant la grille et puis il avait regardé l'observatoire. Hein. Il allait préparer, euh, je dirais, ben, la suite de sa carrière. Et donc après 15 jours, ben, c'était la rentrée, il fallait qu'il, hein,
de vacances et de promenades avec mon frère et ma sœur, mes parents me firent entrer à la maîtrise de Saint-Roch. Donc, encore une fois, une église religieuse, hein, où je rendais les mêmes services qu'à Langres, où je continuais mes études en commençant la troisième. En fait, donc, il avait fait sixième, cinquième et quatrième à Langres, et donc troisième à Paris. D'accord? Et où j'avais l'avantage d'un déjeuner quotidien, hein. Il y avait une cantine où ils servaient à manger. Mais je ne tardais pas à m'apercevoir qu'on n'y travaillait pas du tout et je m'y ennuyais dès la troisième semaine. Donc c'était une école qui était apparemment pas très sérieuse et donc le petit Flammarion, ça lui allait pas du tout. Il perdait son temps, quoi, hein. Pourtant, il faut vivre. Donc il a arrêté d'aller à ce collège, hein. Quel parti prendre? Quel métier choisir? Hein. Sans protecteur, sans appui, hein. Ils connaissaient pratiquement personne à Paris, hein. J'avais quelques dispositions pour le dessin, nous dit-il. On trouva non sans peine à me placer comme apprenti chez un graveur ciseleur où je serais logé et nourri. Il a commencé à travailler donc à 1956, hein, donc c'était à 14 ans, hein, chez un graveur ciseleur. Donc, ce fut l'hiver de 56-57, ce fut l'année 57, ce fut aussi l'hiver 57-58, rude apprentissage de la vie. J'étais nourri, excusez-moi l'erreur, avec une parcimonie digne des Spartiates et couché assez misérablement dans une petite mansarde. Alors, 1857, c'est une date que les spirites connaissent parce que c'est la première édition du Livre des Esprits à Paris, n'est-ce pas? Donc, on voit que le jeune Flammarion était arrivé à Paris juste avant, hein, la parution du Livre des Esprits. On voit comment les choses, tout doucement, se mettent en place. Le travail était dur, il y avait là du commerce, peu d'art et aucun idéal. Ce genre d'existence ne me satisfaisait pas du tout, pas du tout. Il répète deux fois pas du tout dans le texte. Voilà. Donc, ben, comme tous ces esprits, hein, Alan Kardec, il a eu une enfance dure sans ses parents, il a eu une carrière d'éducateur aussi, des périodes difficiles. Léon Denis aussi, il est allé travailler avec la marguerite, hein, pour assouplir les peaux de cuir. Il travaillait aussi dans une fonderie tout petit, hein. Donc, en fait, tous ces grands, Chico Xavier, on n'en parle pas, hein. Tous ces grands missionnaires, en fait, ils ont toujours choisi des débuts de vie difficiles et c'est ça, en fait, qui a contribué à les rendre plus forts. Et il va le dire un peu plus loin. Et il continue en disant, heureusement, hein, la philanthropie avait déjà créé à Paris les cours gratuits du soir de l'association Polytechnique. Les cours de l'association Polytechnique me parurent si utiles que je leur vouais dès le principe une sincère reconnaissance. Donc là, oui, le soir, après le travail, là, il allait dans ces cours gratuits et là, vraiment, c'était pour lui, quoi. Il y avait du contenu, c'était des personnages célèbres, hein. Même Rivail, hein, emmenait ses élèves de l'Institut polymathique suivre certains de ces cours qui étaient donnés par des personnages extrêmement célèbres. De l'intellectualité en France à l'époque, hein. Et donc c'est là où il a vraiment pu continuer sa formation. Et en fait, donc, il était autodidacte, hein, puisqu'il n'est pas allé au-delà de la quatrième. Comme j'avais mes soirées libres, je pus avancer assez vite dans ses études. Jamais couché avant minuit, je me servis plus d'une fois du clair de lune pour lire et écrire, ne pouvant même pas avoir toujours un bout de bougie à ma disposition, hein. Donc, ça rigolait pas, quoi. C'était vraiment des conditions difficiles. Et il nous dit, c'est un si grand bonheur de travailler suivant ses goûts, de s'instruire, de résoudre des problèmes, de comprendre l'enseignement mathématique, d'aller vite en besogne, d'être le premier du cours. Non, la pauvreté, la misère même n'empêche pas le bonheur. On n'a pas le temps d'y songer et, en somme, il faut si peu pour vivre et on dort si bien quand on tombe exténué de fatigue. C'est magnifique, hein. C'est même limite émouvant, hein, de voir ça, comment, hein, ça renforce le caractère de ces pardon, de ces grands missionnaires. Et donc là, on voit un exemplaire donc, des dessins qu'il faisait, hein.
Il y avait à l'école des frères de Saint-Roch, donc il était quand même retourné un peu à Saint-Roch, hein, rue d'Argenteuil, un excellent cours de dessin que je suivais tous les jeudis soirs, malgré mes anciennes préventions langroises contre les frères ignorantins. Vous voyez comment ils les appellent, hein, les religieux. Le professeur était très fort et l'on avait plaisir à travailler avec lui. L'harmonie du dessin me paraissait une sorte de musique et j'y fis des progrès assez rapides. Et donc là, vous voyez un dessin de l'auteur d'après un plâtre, hein, donc avec les ombres et tout. Euh, Ça s'apprend, hein, ça s'apprend et il l'a appris. Donc, vous voyez, il n'est pas rancunier, hein. Il avait des préventions, il n'était pas d'accord avec eux, mais là, il y avait un professeur de dessin qui était bon et donc, évidemment, il y allait. Et l'avantage aussi de cette école de Saint-Roch, c'est qu'il payait, je ne sais plus, 50 centimes par mois ou quelque chose comme ça. Et dans ce qu'il payait, il y avait une petite assurance maladie. Il avait droit à un docteur en cas de maladie. Et on va voir tout de suite là que là aussi, c'était quelque chose de providentiel. On voit comment le hasard, entre guillemets, fait bien les choses, hein. Il y avait vraiment toute une série d'enchaînements dans sa vie qui ont fait qu'il devienne ce qu'il est devenu, hein. Et donc, en 1858, il suivait aussi les cours d'astronomie du père Moignot. Donc, le père Moignot, c'était un ecclésiastique, mais qui était très érudit en astronomie, hein. Et donc, c'était à l'Association des apprentis. Et à 16 ans, donc, il était devenu le président de l'Académie de la jeunesse qui avait été créée récemment. Donc, 16 ans, ça nous amène à 1858, hein. Et il a prononcé un discours d'ouverture, tu voyais, à 16 ans, même pas majeur, déjà président d'une association. Et ça montre à quel point il était prématuré, hein. Et son discours d'ouverture portait sur le thème Les merveilles de la nature, hein. On voit que c'est quelque chose qui l'inspirait beaucoup et c'est un sujet sur lequel il a écrit plusieurs livres. À l'époque, il n'avait jamais parlé en public, donc il était un peu serré. Il avait appris son discours par cœur. Au milieu du discours, paf, le blanc, mince, je ne me souviens plus. Et donc, il a vaincu la honte en sortant ses papiers qu'il avait quand même dans sa poche pour continuer le discours en le disant, quoi. Donc, c'était la première grosse angoisse, hein, ben, ça, 16 ans, hein, c'est normal, hein, on peut. Voilà. Et puis il le raconte. C'est pour ça que c'est merveilleux ce bouquin, parce que c'est vraiment lui qui parle, quoi, et qui raconte toutes ses émotions, etc. Et il nous dit, je m'étais senti pris d'une forte passion pour l'histoire naturelle, notamment pour la géologie, hein. Vous vous rappelez qu'il collectionnait les fossiles avec son grand-père, hein. Et donc il étudiait aussi ces matières-là. Et donc en 1857, l'année d'avant, il rédigea un manuscrit de 500 pages illustré de 150 dessins, excusez du peu, intitulé Cosmogonie universelle, étude du monde primitif, histoire physique du globe depuis les temps les plus reculés de sa formation jusqu'au règne du genre humain. Donc, un manuscrit de 500 pages, 150 dessins, alors qu'en 57, il avait 15 ans. Et donc, ce manuscrit a été publié plus tard par son frère sous le titre Le monde avant l'apparition de l'homme. Donc, c'est un des très nombreux livres qui ont été publiés par Camille Flammarion. Mais c'est l'astronomie, hein, l'astronomie me séduisait plus encore que la géologie. Je choisis dès lors l'astronomie pour le sujet principal de mes discours aux assemblées trimestrielles de notre société, hein, dont il était président. Mais là aussi, la Providence a commencé à travailler. Au mois de mai 1858, le surmenage du travail intellectuel s'ajoutant au travail physique de l'atelier, hein, chez le graveur, aux privations, hein, nourries spartiates, et peut-être une certaine fièvre de croissance me mirent au lit. Le médecin pour la section de Saint-Roch, donc auquel il avait droit grâce au fait qu'il suivait des cours là-bas, était le docteur Édouard Fournier, bien connu par ses études sur le laryngoscope. Donc c'était un médecin assez célèbre, hein. Et en venant le soigner, donc il était venu dans sa petite mansarde, hein, il remarqua les livres, donc il avait déjà commencé à constituer une bibliothèque, hein, qui m'entourait, et mit la main sur le manuscrit d'ouvrage de cosmogonie, hein.
Grand étonnement de sa part et presque incrédulité. Il a dit, comment est-ce que c'est possible, un gamin qui travaille dur là dans un truc tellement érudit, c'est pas possible, quoi. Il dit que il voyait que c'était pas sa place, quoi. Et donc, à quelque temps de là, il arriva un jour, donc le docteur revint, hein, est revenu, la figure rayonnante, et il me dit, mon petit ami, vous n'êtes pas à votre place dans un atelier. Vous avez continué vos études de langue, vous êtes prêt pour le baccalauréat. J'ai parlé pour vous au frère Clarus, directeur de l'école du quartier de Saint-Eustache, qui est en relation fréquente avec le père Jean L'aumônier, directeur de l'école de la rue de Fleurus, dans le quartier de l'Observatoire, lequel à son tour connaît M. Leverrier, et vous allez entrer à l'Observatoire de Paris comme élève astronome. C'est encore une fois la Providence qui fait bien les choses. C'est assez émouvant de relire ça. Hein. Il connaissait personne, il n'avait pas de piston, rien. Et donc, parce qu'il était malade, il y a ce médecin qui est venu, et donc, paf, les portes se sont ouvertes, quoi. Et Le Verrier, c'était le directeur de l'Observatoire de Paris. Le Verrier qui est connu, hein, parce que c'est lui qui, par ses calculs, il voyait une anomalie dans les orbites de certaines planètes, hein, comme Uranus, et il en avait déduit théoriquement qu'il devait y avoir une planète qu'on ne connaissait pas, qui avait à peu près telle taille et qui devait être à peu près à tel endroit. Et donc, évidemment, quand ils ont mis les télescopes, c'est là où ils ont trouvé la planète Neptune. Donc, ça, bah, vous voyez, c'est le Verrier, quoi. C'était vraiment, c'est vraiment émouvant, quoi. Je me mets vraiment dans la peau du petit Camille à 15 ans, devant ces choses-là, quoi. C'était assez extraordinaire. Alors, on va continuer. Donc là, vous avez une image de Le Verrier. Et donc, ben, le jeudi 24 juin, donc il était malade en mai, en juin, donc annoncé par les bons soins de mes protecteurs, j'ai été reçu à 10 heures du matin par M. Leverrier dans son cabinet de l'Observatoire de Paris. Je m'étais mis de mon mieux, raie bien faite, malgré mes cheveux toujours ébouriffés. Hein, Flammarion, il avait toujours les cheveux un peu bouclés, quoi. Linge parfaitement blanc, costume noir, chapeau haute forme, gants, canne de jonc. Ma mère avait soigné tout particulièrement cette toilette d'apparat. Et bon, ben, donc, il nous dit toujours, hein, j'ai rarement éprouvé dans ma vie d'émotions pareilles à celle de mon entrée dans le cabinet de M. Leverrier. Dès mon enfance, j'avais vu le nom de l'illustre astronome inscrit sur les cartes du ciel, car sa planète découverte en 1846, donc la planète Neptune, au début, elle s'appelait Leverrier. Hein. Elle avait porté ce nom pendant plusieurs années sur les livres de classe avant d'être consacrée à Neptune. Cet homme était pour moi une sorte de saint, un habitant du ciel. J'osais à peine le regarder, mais je vis pourtant qu'il était grand, pâle, blond, clair, habillé de blanc, avec des pantoufles de cuir jaune. Il avait quand même pu l'observer un peu. Hein. Ben, quelques jours après, lundi 28 juin, j'entrais à l'observatoire en qualité d'élève astronome. En sortant de l'observatoire, j'avais des ailes. Je volais plutôt que je ne courus porter la bonne nouvelle à mes parents. C'était vraiment le tournant dans sa carrière. Vivre en pleine science, apprendre, étudier, chercher, découvrir, contempler les splendeurs du ciel, m'envoler à travers des plaines éthérées, visiter les autres mondes à l'aide des merveilleux instruments inventés par le génie humain, voilà les horizons merveilleux qui se déroulaient devant mon imagination. C'était pour moi le bonheur absolu. J'étais donc employé au bureau des calculs, hein, avec l'expérience de passer plus tard au service des observations. Donc, le bureau des calculs, il y en a qui faisaient des observations, et les autres, ils étaient là à calculer. Donc, il n'était pas. Ce qu'il voulait, lui, c'est ben, observer lui-même, faire lui-même des observations, quoi. Bon, là aussi, il lui a fallu un petit peu de patience avant d'arriver jusque-là. Ah, voilà. Et comme j'étais libre à partir de 4 heures, donc c'était un travail beaucoup moins éprouvant physiquement que chez le graveur, hein, et donc il continuait les cours du soir, notamment pour passer son baccalauréat, pour terminer ses études et passer son baccalauréat, quoi. Donc, vous voyez, c'était troisième, seconde, première terminale, hein, avant de passer le baccalauréat. Il avait quand même 4 années d'études là à compenser. Hein. Et donc, il a passé ses examens de bachelier S sciences et S lettres. Donc, c'est
en tout et pour tout, le seul diplôme scolaire qu'il a eu. Hein. Tout le reste de sa connaissance, de sa science, c'était acquis de façon autodidacte. Mes baccalauréats passés, je me mis à piocher spécialement l'astronomie dans son ensemble et dans toutes ses branches. C'est là où il a vraiment approfondi le sujet. Hein. Et il demanda aussi à M. Chacornac la permission de lui servir d'assistant dans quelques-unes de ses observations à l'équatoriale de la tour de l'Ouest et d'étudier les caractères de ce globe qui est la Lune. Donc Chacornac faisait des observations de la Lune. Alors l'équatorial, ben, c'est un télescope équatorial. Hein, c'est un télescope qui est sur un axe de rotation qui est parallèle à l'axe de la Terre et qui permet donc de compenser la rotation de la Terre, hein, de tourner dans l'autre sens pour pouvoir viser un objet, un astre qui était fixe dans le ciel. Alors la Lune n'est pas tout à fait fixe parce qu'elle tourne aussi, et donc c'était un tout petit moment. Donc, Jacques Cornac, c'était aussi un astronome qui travaillait avec le Verrier. Voilà. En fait, c'était le télescope équatorial, comme on disait. Hein. Et donc, il y en avait un dans la tour de l'Est et un dans la tour de l'Ouest. Voilà. Tu as posé une question, Monique? Oui, monsieur Jacques Cornac, c'était aussi un Oui, astronome qui travaillait oui, avec à l'observatoire. oui, OK. c'était un des astronomes qui travaillait à l'observatoire. Voilà. Alors, il y a eu une évolution dans ses croyances religieuses. On a vu que bah, il avait un petit peu pris ses distances avec le catholicisme, mais pas avec l'existence de Dieu et l'existence de l'âme. Et il nous dit, autant j'avais été fervent dans mes croyances, autant j'étais bouleversé par ses enseignements contradictoires. C'est vraiment, ça collait plus avec son esprit rationnel. Plus je les approfondissais, moins je voyais le moyen de conserver mes convictions. L'écroulement de l'édifice chrétien laissait debout dans ma pensée le spiritualisme pur, qui lui est antérieur, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui en est indépendant. Donc Platon, Descartes, Leibniz, Kant, hein, tous ces grands philosophes de tous les siècles qui étaient spiritualistes. Hein, la philosophie aujourd'hui, malheureusement, est plutôt matérialiste ou disons éventuellement dualiste, hein, mais pas spiritualiste. C'est très rare. Hein. Et donc, c'est ça qui arrive souvent chez beaucoup de personnes, hein, parce que notamment, c'est arrivé chez moi aussi, hein, quand j'ai commencé à réfléchir, quand j'ai commencé à poser des questions et que je n'obtenais pas de réponse, j'étais aussi devenu indifférent par rapport à mon éducation catholique quand j'étais jeune. Donc, il s'est passé la même chose. Et vous vous rappelez, un peu plus tôt, il avait dit, bon, qu'on éduque les enfants comme ça, tant qu'ils ne réfléchissent pas, ça va, il n'y a pas trop de dégâts, mais une fois qu'ils réfléchissent, il ne faut surtout pas les bassiner avec ces trucs avec ces dogmes qui sont contraires à la logique et à la raison, parce que là, ça devient vraiment perturbant. Et alors, en 1861, donc il n'avait pas encore 20 ans, il a écrit son premier livre, La pluralité des mondes habités. Hein. Donc, 1861, il a écrit, le livre a été publié en 1862. Donc là, vous avez la couverture de l'exemplaire qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Donc, c'était chez un éditeur qui s'appelait Mallet. Et donc, dans ce livre, c'était déjà sa passion d'astronome. Observer, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des habitants ou pas sur les autres planètes? Il disait, c'était vraiment la consacration de la science pour lui. Et donc, dans ce livre, ben, il l'avait déjà divisé en plusieurs chapitres. Hein. Donc, études historiques, les mondes planétaires, physiologie des êtres, les cieux, l'humanité dans l'univers. Et il y avait en appendice donc la pluralité des mondes devant le dogme chrétien. Donc, ouais, c'était déjà un livre érudit. Et ce livre, il a eu beaucoup de succès. Hein. C'est un livre qui est devenu très populaire. Mais, euh, à votre avis, comment ont réagi ses collègues astronomes, et notamment Le Verrier, qui était matérialiste? Ils n'ont pas apprécié du tout. Hein, mais alors, du tout. Hein. Et donc, alors, hop, je suis désolé, les séquences ne sont pas au top. Hein. Donc, il nous dit, plus j'avançais dans ce travail d'analyse et de synthèse, et plus je sentais la sécurité de mes convictions fondamentales, hein, donc l'existence de Dieu et l'existence de l'âme,
C'était pour moi l'apothéose de l'astronomie et son but suprême, hein. J'avais alors presque tous les astronomes contre moi, y compris Le Verrier. Et maintenant, donc quand il a écrit sa biographie en 1910, nous sommes tous d'accord. Je pense qu'il est allé un peu vite parce que je pense qu'encore aujourd'hui, vous avez des astronomes qui sont tout à fait matérialistes et pas du tout spiritualistes, hein. Et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Camille a été viré par Le Verrier. Je vois, monsieur, que vous ne tenez pas à rester ici. Rien n'est plus simple, vous pouvez vous retirer. Bon, viré du jour au lendemain comme un malpropre, hein. À l'époque, il n'y avait pas encore les lois sociales protégeant les employés comme on peut l'avoir aujourd'hui. Je sais d'ailleurs qu'au Canada, c'est pas, elles ne sont pas si fortes que ça non plus, hein. Mais bon, alors, l'avantage, c'est que le Verrier, il avait vraiment un caractère de cochon. C'était quelqu'un de très difficile. Il avait beaucoup d'ennemis. Et donc, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, tous les ennemis de Flammarion lui ont ouvert grandes les portes. Et donc, il a immédiatement retrouvé du boulot au bureau des longitudes, hein. Donc, il n'a pas souffert trop longtemps de cette mésaventure. Et donc, là aussi, il fallait qu'il change. L'observatoire, c'était bien, mais c'était trop rigide, trop fermier. Et donc, il n'a pas pu y rester. Et c'est là, donc, où il nous parle aussi de ses premiers contacts avec le spiritisme. Donc, vous voyez, on était en 1861-1862, hein. Et donc, c'est au mois de novembre 1861, je remarquais sous les galeries de l'Odéon un ouvrage intitulé Le Livre des Esprits par Allan Kardec, dans lequel la vie future et les autres mondes sont censément décrits par les esprits qui les connaissent. Après l'avoir feuilleté, non sans étonnement, je l'achetai et le lus avec avidité, et, voulant me rendre compte des faits exposés, j'entrai aussitôt en relation avec l'auteur et assistai à toutes les séances de la Société Spirit dont il était président. Donc 1861, vous voyez, c'était déjà la deuxième édition qui est sortie en 1860, donc qui avait probablement déjà les 1019 questions et réponses, hein. Sachant que la première édition de 1857, que Camille Flammarion n'avait pas vue, hein, puisqu'il l'avait vue qu'en mois de novembre, il y avait 502 questions et réponses, hein. Voilà. Donc il est entré en contact avec Kardec. J'allais trouver l'auteur qui me proposa d'entrer comme membre associé libre à la Société parisienne des études spirites qu'il avait fondée, dont il était président. J'acceptais et je viens de retrouver par hasard la carte verte signée de lui à la date du 15 novembre 1861. Telle est la date de mes débuts dans les études psychiques, hein. J'avais alors 19 ans et j'étais depuis 3 ans élève astronome à l'Observatoire de Paris. Donc ça, je suis un peu sorti de la biographie, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans son autre livre, Les forces naturelles inconnues, édition de 1907, page 43, pour ceux qui veulent vérifier. En novembre, il avait vu le livre, il avait lu, il est allé voir Kardec, et Kardec, tout de suite, bon, bah, c'est l'inspiration des esprits, il a dit, tiens, bah, venez donc, hein, il avait 19 ans, hein, venez donc à notre société, je vous fais une carte de membre. Et c'est là où je me dis, tiens, alors il dit, j'ai retrouvé par hasard, hein, cette carte de membre, elle doit encore exister dans les archives. Malheureusement, je n'ai pas eu accès aux archives pour retrouver cette carte de membre, mais, la voilà. Donc, ça traîne à droite, à gauche. Il y en a qui l'ont déjà vu, photographié. Donc là, vous avez la carte de membre, hein, signée par Allan Kardec, du jeune Camille Flammarion, vous voyez, date du 15 novembre 1861. Son adresse, boulevard des Italiens, numéro 17, c'était l'adresse de ses parents, hein, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Voilà. Hein, donc, mais j'espère quand même. euh, alors, attendez. Je vous demande une toute petite seconde, hein, je crois que j'ai un appel urgent. Impressionnant de voir cette carte Oui, oui, oui. Moi aussi, je trouve ça. C'est ouais. Et c'est tout écrit à la main, hein, je pense. à la plume, là. Tu sais, mon À la grand-père, il écrivait plume, à la plume comme ça, là. C'est calligraphie. la même. Ils n'avaient pas vraiment de stylo. Je pense que c'était des Ouais, plumes. ouais. OK, la carte est imprimée. Carte Et de membre associé ouais. libre. Et après, c'est écrit à la main. OK, ouais.
Non, c'est 1861. c'est très impressionnant. Puis son parcours est très impressionnant aussi. Ouf. C'est vrai qu'ici, il n'est pas très connu, mais en France, on connaît pas mal Camille Flammarion, mais pas tellement comme spirit, plus comme astronome, là, tu sais. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était lui, l'éditeur, mais non, c'est son frère. Mm. Je suis désolé, il y a eu un problème urgent, mais je pourrais Tout le va résoudre bien? après Tout... la fin de la conférence. Ah, ok. Voilà. Vera, tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. On était impressionnés avec Yvon de la carte de 1861. Un peu plus vert, un peu moins pâle, hein. Ouais. Parce que là, en fait, j'ai trouvé, parce que j'ai vu d'autres conférences sur Camille Flammarion, et puis il y a un gars qui l'a projeté, hop, hop, capture d'écran tout de suite. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Voilà. Mais dès que je pourrai y aller, dès que ce sera accessible de nouveau, il y en aura un de meilleure qualité. Voilà. Donc on voit tout ça, c'est pas des légendes, quoi. C'est Flammarion lui-même qui le dit, quoi. Alors là, chez Kardec, donc, je suis en même temps connaissance d'un médium à effet physique, Mademoiselle Huet, qui était dans la société, mais qui est pas restée longtemps. Elle a dû partir juste après. Et dans le salon de laquelle fréquentaient des hommes de haute distinction, tels que, alors là, vous voyez tous les noms, hein, Oscar Comettan, Henri Delage, tout ça, c'est des spiritualistes connus en France, hein. Victorien Sardou. Sardou, hein, l'éditeur Didier, hein, qui l'a connu aussi chez Kardec et puis chez cette mademoiselle Huet. Euh, et donc, c'est là où il fréquentait la société de Kardec et aussi le salon de mademoiselle Huet, parce que chez Kardec, bon, il y avait de la psychographie, hein, il n'y avait plus de tables qui tournaient, mais chez mademoiselle Huet, il y en avait. Et lui s'intéressait quand même aussi à cet aspect physique des phénomènes, hein, que Kardec avait déjà dépassé, quoi. Et dans ces séances, comme Camille le dit, on pouvait voir une table de salle à manger se soulever entièrement ou être frappée sans cause apparente, de chocs sonores et rythmés suivant différents airs. On recevait aussi par le même procédé de coups frappés des dictées sur différents sujets que l'on ne pouvait expliquer par des actes volontaires des personnes présentes. Ce nouveau monde m'intrigua et je rédigeais même les procès-verbaux des séances en deux petites brochures. Pendant plusieurs années, je suivis avec le plus grand intérêt toutes ces expériences. Voilà. Et donc, il a passé plusieurs années à voir des lévitations, tous ces phénomènes à effet physique. Si vous voulez voir ces deux brochures, pareil, vous pouvez les télécharger sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Donc, les voilà, hein. Première série, deuxième série, hein, rédigée par Camille Flammarion. Voilà. Je continue. Alors, est-ce que Camille Flammarion était 100% spirit? Hein, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et Et donc, Charles, en 1900. est-ce que ces Oui. livres-là, ça a été mal pris par ses collègues astronomes, là? Est-ce que... Il avait déjà plus ou moins. Enfin, il n'était plus avec le verrier, quoi, hein. Il était au Ouais, mais bureau de les autres, longitude, il faisait son boulot. Là-bas, il le laissait tranquille, faire ce qu'il voulait. Et puis, encore. Camille Flammarion, en fait, il n'a jamais eu peur que son intérêt pour les recherches psychiques ou pour la parapsychologie, comme on dit Mhm. aujourd'hui, nuise à sa carrière, hein. Et Ouais, il parce nous qu'il dit n'a pas toujours, changé de bon, si nom. ça nuit, Lui, tant pis, moi je renonce pas à mes convictions. ouais, il n'a pas changé de nom, lui, comme Alain Non, non, Kardec. non. Donc, Il y a une seule fois où il a publié, on va le voir d'ici peu, un ok. livre avec un pseudo, hein. Ah, ok. Alors, ces recherches, comme mes lecteurs le savent, n'ont pas résolu jusqu'à présent le grand problème, mais elles nous conduisent à admettre l'existence de forces inconnues et de facultés de l'âme encore inexpliquées. Donc, il n'était pas convaincu que c'était les esprits qui se communiquaient ou qui produisaient ces mouvements de table et tout ça. Donc, il n'était pas 100% spirit. Il était convaincu que les tables bougeaient. Il était convaincu qu'on a une âme, que l'âme survit après la mort, donc de l'existence de Dieu. Il était spiritualiste, mais il disait que l'explication spirit, ça va trop vite, trop loin. En fait, il n'a jamais été convaincu jusqu'à sa mort, hein, de cette explication spirit. Il dit, elle est possible, c'est probable, c'est l'une des explications, mais je pense que c'est pas la seule. Je pense que c'est pas si simple. C'est certainement un peu plus compliqué que ça, hein.
Et après, ben, il parlait aussi des autres explications qui étaient données par les matérialistes, hein. L'explication par le subconscient, hein, est loin de tout expliquer, elle n'est pas suffisante, elle laisse place à des influences extérieures à l'esprit des expérimentateurs. Elle n'est pas scientifiquement prouvée. Il y a autre chose qui reste à découvrir et qu'il ne le sera peut-être jamais par nos sens trop imparfaits. Donc, Flammarion, en fait, il faisait exercice de ce que j'appellerais un doute légitime. C'était pas un doute systématique, c'était pas une crédulité aveugle, c'était un doute légitime, le doute du scientifique. Il dit, OK, c'est possible, c'est peut-être même la meilleure explication aujourd'hui, mais voilà, elle n'est pas encore 100% prouvée. Et puis d'ailleurs, encore aujourd'hui, nous, Spirit, on est convaincus, c'est sûr, parce que c'est quand même une explication qui permet d'expliquer plein de phénomènes, plein de choses. Mais de là à dire qu'elle est scientifiquement prouvée, comme le disent beaucoup de spirites d'ailleurs, c'est peut-être aller un peu vite, hein. Alors, je ne suis pas sceptique, je n'ai pas ce doute légitime comme Flammarion, mais je le comprends tout à fait bien, hein. Et ce n'est pas ce doute légitime qui a empêché Camille Flammarion de rendre tous les services qu'il a rendus à la cause, hein, et au spiritisme. Donc là, vous avez la photo à 20 ans, hein. Il a réussi à éviter le service militaire. C'était 7 ans à l'époque. Imaginez, 7 ans de carrière, voilà. Et donc, il a pu continuer ses travaux. En fait, il y avait un tirage au sort. Il a été tiré au sort, comme quoi il devait le faire. Et en fait, à l'époque, comme il avait des amis, avec un peu d'argent, on pouvait en fait payer quelqu'un d'autre pour faire le service militaire à sa place. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il a réussi à contourner. Là, vous voyez, ça, il n'en parle pas dans ses mémoires. Par contre, il en parle dans des livres subséquents. On a retrouvé maintenant des originaux de ces fameuses communications qu'il a eues en tant que médium. Donc, vous voyez là, Société parisienne des études spirites, séance du 20 juin 1862, médium Monsieur Flammarion, donc une petite communication signée de l'esprit Galilée, hein. Donc, il ne le cachait pas, hein. Kardec en a même publié quelques-unes. Et il a utilisé beaucoup de ces communications pour l'uranographie générale dans son dernier livre, La Genèse, qu'il a certainement publié, parce que quand on compare les comparaisons là avec ce qui est publié dans le livre, on voit qu'il y a eu des corrections. Et ces corrections, il les a très certainement faites en coordination avec Camille Flammarion. Donc, malgré ce doute légitime qu'il avait, il est toujours resté en très bons termes avec Allan Kardec, envers qui il avait énormément d'admiration. Alors, par contre, il les commente donc dans son livre Les forces naturelles inconnues en 1907. Ces pages astronomiques ne m'ont rien appris. Je ne tardais à en conclure qu'elles n'étaient que l'écho de ce que je savais et que Galilée n'y était pour rien, l'esprit de Galilée. Dans ces exercices, il est très facile de s'abuser soi-même et de croire que notre main est sous l'influence d'un esprit différent d'une autre. La conclusion la plus probable de ces expériences a été que l'action de ces esprits étrangers n'est pas nécessaire pour expliquer les phénomènes. Donc, vous voyez, c'est là où il avait son doute systématique. Ce n'est pas forcément un esprit qui le donne, ça vient peut-être de moi. Et on sait très bien, Kardec en parle clairement dans le livre des médiums, et tous les médiums savent que dans le spiritisme, il y a toujours de l'animisme, il y a toujours un mélange de choses qui viennent de l'esprit du médium, qui sont mélangées avec ce qui vient de l'esprit. Et là, Flammarion, lui, pensait que dans son cas à lui, dans sa médiumnité à lui, en fait, c'était de l'animisme, hein. Voilà l'état du médium écrivain, hein, du moins de celui que j'ai observé sur moi-même. Donc il commente ce qu'il a observé sur sa propre médiumnité à lui. C'est une sorte d'autosuggestion. Je me hâte toutefois d'ajouter que cette opinion n'engage ici que mon expérience personnelle. C'est-à-dire, vous voyez, ce n'était pas un doute systématique. Chez moi, c'est comme ça, donc chez tout le monde, c'est comme ça. Pas du tout, hein. Je dis, ça n'engage que moi. Il y a, assure-t-on, des médiums absolument mécaniques qui ne savent pas ce qu'ils écrivent, qui traitent de sujets ignorés d'eux, et même qui écriraient en langues étrangères. Ce serait là une condition différente de celle dont je viens de parler. Et donc Kardec, lui, il a appuyé sa conviction sur l'observation de tels médiums, hein. Les actes subconscients d'une personnalité anormale se greffant momentanément sur notre personnalité normale expliquent la plupart des communications médiumniques par l'écriture. Nous pouvons l'admettre, hein. Donc, il peut admettre l'hypothèse spirit.
Nous pouvons y voir aussi des effets évidents d'autosuggestion. Mais ces hypothèses psychophysiologiques ne satisfont pas à toutes les observations. Il y a autre chose. Donc, vous voyez, là, c'est très subtil, hein. Il dit l'hypothèse spirit, c'est une hypothèse. L'autosuggestion, l'animisme, c'est une autre hypothèse. Mais cette autre hypothèse, elle n'est pas suffisante. Il y a autre chose. Vous voyez. Et puis là, bon, ben, j'ai quelques autres. Vous voyez, ça c'est 20 juin 1862, toujours à Paris, hein. C'était pas que sur l'astronomie, hein, il avait une communication sur l'art spirit, hein. Si vous souhaitez ces communications, j'ai des images, hein, j'ai pu les garder. Vous voyez, donc encore une fois, signé de l'Esprit Galilée. Dans la revue Spirit de septembre 1862, Alan Kardec a même publié 3 communications reçues par Camille Flammarion, puis il écrivait clairement son nom. Kardec n'écrivait jamais le nom du médium sans y être expressément autorisé par l'intéressé. Donc là, s'il a publié ces 3 communications, c'était avec l'autorisation de Camille Flammarion, donc qui ne se cachait pas, hein. Là, vous en avez encore une, hein, c'est Succession éternelle des mondes. Donc ça, c'était en mai 1863. Donc, vous voyez, de 1861 à 1863, il avait quand même passé 2 années en suivant les séances de la société. Alors, il va falloir que je m'arrête, Monique, tu me dis, hein, quand je dois m'arrêter, sinon je continue encore 2, 3 slides. Et donc là, Kardec, il a fait une analyse de la pluralité des mondes habités, le fameux livre de Flammarion. Donc dans la revue Spirit de janvier 1863, le livre qui était sorti en 62. En voyant la somme d'idées contenues dans ce petit ouvrage, on s'étonne qu'un jeune homme d'un âge où d'autres sont encore sur les bancs de l'école ait eu le temps de se les approprier et à plus forte raison de les approfondir. C'est pour nous la preuve évidente que son esprit n'en est pas à son début et qu'à son insu, il a été assisté par un autre esprit. Ou qu'à son insu, il a été assisté par un autre esprit. Donc, vous voyez là, c'est très subtil ça, parce qu'en fait, Kardec, il répond à Flammarion. Il devait discuter. Il devait dire, Mhm. non, ça vient de moi, ça ne peut pas venir de c'est pas Galilée, etc. Et Kardec qui lui répondait, mais si, c'est justement parce que tu as des connaissances en astronomie que l'esprit de Galilée, il t'utilise toi comme médium pour écrire ces choses-là. Hein. C'est le fameux dilemme, hein, c'est le fameux paradoxe, hein, de la médiumnité, hein. Et là, donc, Flammarion, il a écrit ce livre, et Kardec il met tellement de choses là-dedans, mais il met quand même 2 hypothèses. Il met soit son esprit n'en est pas à son début, ça veut dire que dans les vies passées, il a profondément étudié ces sujets-là pour avoir ça déjà à 20 ans de façon aussi mature, soit à son insu, même à son insu, il a été assisté par un autre esprit. Donc, c'est parce qu'il avait toutes ces connaissances que l'inspiration, l'intuition, hein, et un autre esprit qui l'a aidé pour rédiger ce livre qui était absolument fantastique. Voilà. Hmm. Et donc, pour continuer ce livre-là, bon, il y a eu un grand succès, hein. Il y a eu une deuxième édition que vous voyez là, en 1864, cette fois-ci par l'éditeur Didier, hein, qu'il avait connu chez Kardec. Didier éditait aussi les livres de Kardec, hein. Et donc, il avait pris Flammarion sous sa protection. Il l'avait énormément aidé dans la publication de livres, etc., hein. Donc, seconde édition, considérablement augmentée, hein, y compris par une partie philosophique de ce livre qui a eu ce grand succès au début. Et c'est ça qui a fait en fait que Flammarion est devenu célèbre, qu'il était connu non seulement par Le Verrier, par le Bureau des longitudes, le milieu de l'astronomie, mais par les journaux, la presse, etc. Appréciation très positive, Henri Martin, Victor Hugo et même Napoléon III, hein, qui l'avaient repéré, hein. Par contre, d'un côté, il y a ce succès, de l'autre côté, il y en a qui ont sorti la Kalachnikov, comme on dit, hein. Les journaux ultra-cléricaux, ils n'ont pas hésité à le bombarder, à le fusiller. Voilà. Donc, dans ce livre-là, il parlait quand même des possibilités d'une vie spirituelle sur les autres planètes, des choses comme ça. C'est qu'on contredisait les dogmes de l'Église, quoi. Hein, les dogmes de l'Église qui avaient déjà été contredits par Galilée, Giordano Bruno et tout ça, hein, l'héliocentrisme.
Et puis là, bon, ben, non, mais comment ça se fait qu'un jeune comme lui dit ça alors que c'est pas dans les dogmes de l'Église? C'était absolument inadmissible pour eux. Hein. Il leur faisait de l'ombre, quoi, quelque part, tout en étant déiste et spiritualiste. Hein. Pour Kardec, il a pas eu, il a eu le même traitement. Hein. Mhm. Il a aussi voulu, hein, surtout après l'Évangile selon le spiritisme. Hein. Alors, je vous cite un petit passage de ce livre qui est assez intéressant, qui montre aussi que Flammarion, donc ça c'est actuel, d'actualité, c'était en fait un pacifiste. Hein. Regardez ce qu'il a écrit dans ce livre, et ça certainement ça lui a aussi attiré des foudres. Que les hommes qui sont déjà à la tête du combat perpétuel que les êtres vivants se livrent sur la terre, excusez-moi pour les erreurs, ont encore poussé à l'extrême cette loi désastreuse en la tournant contre eux-mêmes. Et depuis l'origine des sociétés, au milieu des civilisations les plus avancées, comme au sein de la barbarie, la guerre unique et insensée a tenu les rênes des nations humaines. Le croiriez-vous, population paisible de l'espace? L'homme est arrivé ici à une telle aberration qu'il en a fait une déesse de cette guerre et qu'il l'adore. Oui, les habitants de la terre contemplent avec vénération ce Moloch affamé et par une convention mutuelle, ils donnent la palme des honneurs et le diadème de la gloire aux plus cruels d'entre eux, dont l'habileté au carnage est la plus grande. Voilà notre monde. Gloire à celui qui amoncelle des cadavres dans les plaines rougies. Gloire à celui qui en comble les fossés. Gloire à celui dont l'ardeur frénétique enrôle le plus de tigres autour de sa bannière sanglante et fait marcher des hordes de bourreaux sur le ventre des nations déchirées. Donc, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère hein, dans son Mhm. antimilitarisme. Hein. Et donc ça, ben, évidemment, hein, les autorités militaires et autres ont moyennement apprécié ce genre d'affirmation. Hein. Mais ça s'applique encore aujourd'hui, Oui, c'est remarque. ça que j'allais dire. Bon, Ouais, ben, effectivement. c'est pour On ça que je vous dis n'évolue c'est pas vite. d'actualité. Hein. Il y a la Marseillaise, c'est l'hymne français. Personnellement, j'aime pas trop. J'avais Elle est réussi à avoir violente. l'accord de Roger Pérez en 2004 pour qu'on joue l'hymne européen au Congrès à Paris et pas la Marseillaise. Parce que qu'un sang impur abreuve nos sillons, Mhm, ben c'est oui. quand même un peu sanguinaire. Hein. Et il serait temps de modifier les paroles. Par contre, quand je dis ça, ben, je suis comme Camille Flammarion, j'attire des foudres. Hein. Oh, sacrilège, etc. Sinon, bon, bah, c'est des trucs du passé, quoi. Il faut passer à autre chose, il faut les changer, quoi. Mhm. Je pense que je vais arrêter là, Monique. Hein, on va laisser. Ouais. Attendez un petit peu, Charles, enlevez pas la diapositive. Il y a une phrase là-dedans qui dit euh, le croirez-vous, population paisible de l'espace. Ça m'interpelle un petit peu, là. Est-ce qu'il y avait déjà eu, est-ce qu'il y avait déjà été témoin d'apparition d'ovnis ou d'extraterrestres ou c'était quoi sa position là-dessus? Parce qu'ici, là, le croirez-vous, population paisible de l'espace? Parce que hier, j'ai écouté euh, le Congrès américain s'est rassemblé là, dernièrement, justement la présence des ovnis puis tout ça. Et c'est ce qui ressortait de cette rencontre-là avec les alerteurs d'alerte, là, c'est comme ça qu'on les appelle, je sais plus trop. Que, en fait, les extraterrestres, on les appelait comme ça, là. C'est des gens paisibles, en fait, et ils surveillent toutes les bases militaires, là, surtout là, il y a des armements nucléaires pour pas justement qu'il arrive quelque chose de grave. Parce que c'est vrai que ce sont des populations paisibles dans l'espace, semble-t-il. Mais Moi, en fait, j'avais. comme il dit, la vie existe sur d'autres planètes. Donc, il parle aux extraterrestres, on est bien d'accord. Ouais, hein, c'est ça, Alors, hein, en ouais. plus, les esprits qui n'habitent pas la Terre sont aussi des Des extraterrestres, on est bien extraterrestres. Ah Ouais. d'accord. oui, 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 Moi, je voilà. voyais ça Maintenant, plus comme les esprits, quoi, qui sont OK, autour de notre OK, espace. Mais bon, voilà, ouais, bon, après, bon, bon, pour moi, parce qu'il y a des comme planètes sur il. lesquelles Mhm, les esprits ne se réincarnent plus, ils n'ont plus besoin de corps matériel comme nous, quoi. exactement, exactement. Ça. Mais après, ce que je voulais vous dire, Yvon, c'est que, alors, je me souviens plus du nom, mais j'ai vu, si vous cherchez OVNI et Camille Flammarion, Oui, vous allez tomber sur une conférence qui a été faite cette année, un peu plus tôt. Je me souviens plus du nom, ça s'appelle pas OVNI, ça avait un autre nom, mais clairement,
ce monsieur a fait toute une conférence, et d'ailleurs c'est de lui que j'ai récupéré Ah, la carte de membre là, de ouais. Camille Flammarion, où il cite tout ce qui dans Flammarion avait trait aux ovnis. Et Il c'est parle peut-être c'est extrêmement, des c'est phénomènes une conférence aériens d'une heure non qui est vraiment. identifiés. Mhm. OK. Pardon? L'autre mot, c'est peut-être PAN ou PANI pour phénomènes aériens non identifiés. Non, c'est pas grave, c'est correct. Mais je pense que je peux vous le retrouver. Il faut juste une petite minute. Il faut que je le mette un peu plus petit. Alors, trouver assez rapidement. Non, ben je l'enverrai à Monique, comme ça elle pourra OK. vous le transmettre. Non, là, ça mouline. Alors, Entre-temps, je vais arrêter l'enregistrement.